Martineau. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Joseph, tu trouves que le ministre Christian Dubé a raison de serrer la vis aux médecins? Richard, d'abord, je tiens à dire que depuis des décennies, beaucoup de gens très intelligents se sont penchés sur notre système de santé. Beaucoup de réformes ambitieuses ont été tentées. Et donc, si c'était simple à solutionner, on le saurait. Par ailleurs, beaucoup de gens parlent sans trop savoir et beaucoup de gens aussi sont ce qu'on appelle aux États-Unis des Monday morning quarterbacks, des quarts arrière du lundi matin, c'est-à-dire des gens qui, après la partie du dimanche, eux savent ce qu'il aurait fallu faire. Enfin, quand on se compare, on s'aperçoit que les systèmes de santé sont sous tension partout en Occident, bien qu'ailleurs, dans certains endroits, ça semble être moins pire qu'ici. Donc, loin de moi l'idée de prétendre que tout ça est facile. Oui, je crois que M. Dubé a fondamentalement raison et permets-moi de rappeler quelques évidences. Premièrement, nos médecins, Richard, sont payés par l'État. L'État leur fournit aussi gratuitement les plateaux techniques dont ils ont besoin pour faire leur travail. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est l'argent de nos impôts. Est-ce que celui qui paie a le droit d'imposer ses exigences? Jusqu'à un certain point, oui. Premier point. Deuxième point. Nos médecins, Richard, étaient jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps parmi les moins payés au Canada. Ils sont maintenant parmi les mieux payés au Canada. Sur un horizon de 10, 12, 15 ans, ils ont eu des rattrapages phénoménaux. Est-ce que ces augmentations de leur rémunération ont entraîné une hausse du volume de soins? Pas en tout. Et c'est logique. Si tu gagnes de quoi vivre très confortablement en travaillant moins d'heures, pourquoi t'en ferais plus? Troisièmement, ici, Richard, reprenons notre expression coutumière, gants blancs jusqu'aux épaules, la nouvelle génération de médecins n'a pas les mêmes valeurs que les médecins de jadis. On peut s'en réjouir, trouver qu'il est tout à fait normal qu'ils ne veuillent pas travailler comme des malades. On peut le regretter, ça se discute, mais le fait indiscutable, c'est que le nombre total d'heures travaillées par la profession a baissé. Alors forcément, l'accès aux soins est affecté et surtout au moment où le vieillissement de la population s'accélère. Tout ça, ce sont des données massives sur lesquelles le gouvernement peut s'appuyer pour une fois, tenir une ligne ferme. Je continue. Pensez un instant, Richard. Nos médecins, en gros, combinent la liberté de l'entrepreneur privé. Ils peuvent s'installer où ils veulent, ils peuvent choisir leur nombre d'heures, ils peuvent choisir leur profil de pratique, mais ils combinent cette liberté d'entreprise avec la sécurité du fonctionnaire qui est rémunéré par l'État. Hey, quand tu combines les avantages du privé et les avantages du public, pourquoi voudrais-tu changer de système? Hein? Dans un vrai système privé, là, le médecin courrait après le patient puis il y aurait des mauvais payeurs. Là, ils ont le meilleur des deux mondes. Évidemment, à chaque fois que j'écris une chronique là-dessus, il y a toujours des lecteurs qui me disent « Mais oui, mais pourquoi on n'augmente pas le nombre de médecins? » Parfait. Le gouvernement, Richard, pourrait très bien exiger et obtenir qu'on augmente le nombre de places dans les facultés de médecine. Mais avoir un diplôme de médecine, ça ne suffit pas. Il faut un permis de pratiquer la médecine. Qui octroie le permis? Le Collège des médecins. Qui contrôle le Collège des médecins? Les médecins eux-mêmes. Et contrôler l'offre de soins, contrôler le robinet, c'est un énorme moyen de pression. C'est une arme nucléaire quand les médecins négocient avec
le gouvernement. Tu Ben, sais, écoute, nos gouvernements... j'ai une autre expression qu'on aime utiliser, Vas-y, toi et moi, c'est vas-y, permets-moi de faire l'avocat du diable pour les fins de la vas-y. discussion. OK. Les médecins qui opèrent, il y a Oui, beaucoup de médecins qui disent j'aimerais ça faire plus d'opérations. bien Mais la sûr, salle d'opération n'est bien sûr. pas, tu sais, est pas disponible. J'aimerais ça en faire plus, elle n'est pas disponible. Puis il y a des médecins de famille qui disent moi, j'aimerais ça recevoir plus de patients en cabinet. Je dois faire des tâches administratives, puis je dois faire de l'hôpital. Je suis obligé d'aller à l'hôpital. Enlevez-moi l'hôpital, enlevez-moi les tâches administratives, je vais recevoir plein de patients aussi. Fait que, Richard, bon, personne ne nie ça. Personne ne nie ça. J'ai commencé en disant que c'était un système complexe avec beaucoup de problèmes et beaucoup de niveaux de responsabilité. Mais c'est drôle. Généralement, historiquement, la profession médicale, avant de faire des concessions, demande qu'on arrange tout le reste. Ah, quand tout le reste sera arrangé, là, peut-être on fera un effort. Tu viens de dire, par exemple, qu'il consacre beaucoup de temps à la paperasse. C'est absolument vrai. Sais-tu pourquoi il consacre beaucoup de temps à la paperasse? Parce qu'il facture chaque acte médical et il y a des milliers d'actes. Qui défend le paiement à l'acte? Eux-mêmes. S'ils étaient des salariés, la paperasse serait radicalement réduite. Richard, notre système date de 1970. À l'époque, Claude Castonguay avait voulu introduire dans la réalité les recommandations de son propre rapport, sa propre commission d'enquête, Castonguay-Neveu, qui avait duré pendant 5 ans. Déjà dans ce rapport, qui faisait quelque chose comme 4000 pages, on expliquait tous les effets pervers de la rémunération à l'acte. Et le paiement à l'acte est ensuite pointé du doigt dans toutes les commissions d'enquête suivantes. Rochon, Claire, etc. C'est l'éléphant dans le salon. Le paiement à l'acte conduit inévitablement le médecin à multiplier les actes très rapides et à délaisser les actes qui prennent du temps. Pourquoi tu penses, par exemple, qu'il n'y en a plus de visites à domicile? Parce que ça prend bien du temps par rapport à ce que ça paye. Alors, à ce moment-là, la question devient, est-ce que l'acte rapide est forcément l'acte médicalement requis? Dans certains cas, oui, pas toujours. Autrement dit, c'est une logique de rentabilité qui oriente son comportement plus qu'une logique de pertinence scientifique. Qu'il y ait d'autres problèmes, du corporatisme, des syndicats, une bureaucratie souvent incompétente et non imputable, oui, absolument. Ça ne change je, rien je- à la réalité granitique de ce que je dis OK. concernant les effets pervers du paiement à l'acte. Hey, De- les primes. Lâche-moi un peu sur les primes. Tu as vu ça dans le journal. 52 $ par jour pour ceux qui travaillent plus de 180 jours par année. Richard, 180 jours par année, là, c'est 6 mois. Tu travailles combien de mois par année, toi? Tu sais, écoute, là. Il y a Mais une Joseph, prime. deux autres choses. Tu disais Vas-y. les jeunes médecins veulent Oui, plus de temps avec leur famille, tout ça. Tu as vu, c'est surtout des médecins qui approchent de la retraite, là, qui ont autour de 60 ans, qui veulent sacrer le camp parce qu'ils sont vraiment pas d'accord avec la nouvelle mesure de M. Dubé en disant, ouais, nous autres, on veut sacrer le camp. C'est pas nécessairement des jeunes. Deuxièmement, j'ai une amie qui est radiologiste en région. ouais. Ça fait des années qui attire le système d'alarme et qui attire le système d'alarme en disant je suis tout Ben seul pour oui. voir toutes les radiologies, je suis épuisé, je suis épuisé. Ah, Donnez-moi quelqu'un d'autre. Et sais-tu quoi? parfait. Sais-tu quoi? Elle a fait un burn-out. Elle est en Richard, burn-out. Richard, Tu sais, je prends ta balle au bon. Tu me dis, elle est seule dans sa région, il en faudrait d'autres. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Ça veut dire ça, que le gouvernement déciderait tout seul de la répartition géographique des effectifs médicaux. Le gouvernement dirait, dans la région X, il manque tant de ceci, vous allez y aller. Imagine le tollé, imagine le tollé si le gouvernement s'en prenait, et j'aimerais qu'il le fasse, mais je pense qu'il ne le fera pas, à la sacro-sainte liberté des médecins de s'installer où ils veulent. hum, Richard, il y a quelques mois, j'ai écrit une chronique assez méchante à l'endroit des étudiants en médecine qui rechignaient
quand, au début de l'internat, on leur disait « vous irez dans telle région ». Ils nous disaient « ah, mon Dieu, ma santé mentale. Oh oui, aller à Matane, c'est pas tout à fait la Sibérie, mon grand, là. » Alors, tu sais, c'est ça le problème des effectifs en région. Qu'est-ce que tu veux? C'est plus plaisant de vivre à Montréal et Québec, même si c'est pas là que sont les vrais besoins. Richard, il y a certainement de merveilleuses exceptions. Mais as-tu déjà eu récemment des conversations avec un certain nombre d'étudiants en médecine? On pourrait s'interroger sur les motivations qui les ont conduits à choisir cette filière. Le serment d'Hippocrate, je le trouve pas mal loin. Et laisse-moi te dire autre chose maintenant que je suis bien réchauffé. Longtemps intouchables, second après Dieu au Québec, nos médecins maintenant découvrent la critique. Hein? Ils découvrent qu'ils se font critiquer comme les chroniqueurs, comme les politiciens, comme les joueurs de hockey, comme tout le monde, et ils n'aiment pas ça. Hein? Ils devraient essayer la politique. Bienvenue dans le club, les gars. On se laisse là-dessus, t'es en feu. Vraiment. Merci beaucoup. À demain, Joseph. Salut. Bye.